Bienvenue à tous, merci d'être là donc, pour ce second rendez-vous de la rentrée de nouveau en présentiel dans le cadre de notre cycle policier qu'on organise ici, donc dans le cadre plus large du Festival de littérature d'aventure qui a pour thématique le policier. Et donc après Nicolas Telope, on est content d'accueillir un autre ami français, Jérôme Serme, que je vais présenter rapidement. Donc, Jérôme Serme, il est libraire, spécialisé dans les littératures populaires et les littératures de genre. Donc dans sa fonction de libraire, il est propriétaire du Rayon Populaire, qui est une librairie en ligne, c'est ça qui fait de la vente à distance, vraiment spécialisé dans ces matières. Et donc en plus de son travail de libraire, il est aussi spécialiste des littératures populaires, des littératures de genre. Il participe à des conférences, à des expositions. Il est aussi membre de plusieurs cercles de recherche autour des littératures populaires, notamment les Amis des littératures policières, qui éditent par exemple la revue 813, ou les Amis du roman populaire, qui éditent une revue de référence qui s'appelle Le Rocambole, pour laquelle il écrit plusieurs articles, régulièrement des articles qui contribuent. Il s'intéresse particulièrement à l'histoire des maisons d'édition populaires, aux questions des rééditions et aux questions alors des pseudonymes, puisque vous savez peut-être, mais dans les littératures populaires, il y a beaucoup d'auteurs qui écrivent sous pseudonyme, donc c'est parfois un vrai travail d'enquêteur, puisqu'on a une police pour retrouver toutes les œuvres d'un même auteur qui signe parfois sur parfois même plusieurs dizaines de pseudonymes différents, une œuvre souvent pléthorique. Donc voilà, aujourd'hui, il est là pour nous parler d'un phénomène intéressant, assez passionnant même des littératures populaires, c'est-à-dire qu'après la création donc, de Conan Doyle, de Sherlock Holmes, il va y avoir une sorte de foisonnement, suite au succès de ce personnage, un foisonnement d'imitateurs, de continuateurs de l'œuvre qui vont créer leur propre Sherlock Holmes, avec une vraie diffusion dans l'espace européen, et c'est de ça qu'il va nous parler, mais je n'en dis pas trop aujourd'hui. Donc merci à tous d'être là, bonne conférence, et à tout à l'heure. Merci. Bonjour, je suis enchanté d'être là aujourd'hui avec vous. Je remercie la BILA pour son invitation et le Théâtre de Liège pour l'accueil qui est fait aujourd'hui. Donc nous allons, dans cette petite heure, évoquer des détectives privés d'antan qui ont été célèbres à leur époque et dont la plupart sont aujourd'hui inconnus, malheureusement peut-être. Et donc on va essayer de faire une petite généalogie, une petite incursion historique dans le développement de ces détectives privés. Et d'autre part, mais en filigrane et l'air de rien, on va évoquer aussi un phénomène qui est plus général dans la littérature populaire, qui est celui selon lequel, lorsqu'il y a des personnages célèbres qui sont créés, comme Tarzan, Fantomas, Arsène Lupin, eh bien, comme par enchantement, naissent des personnages qui leur ressemblent et qui vont devenir un peu leurs successeurs ou leurs rivaux lorsqu'ils coexistent à la même époque. Donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui avec notamment Sherlock Holmes. Donc Sherlock Holmes, c'était le détective pour vous attirer dans cette conférence, le plus connu sans doute de tous ceux qu'on va évoquer. Donc on va commencer par lui. Donc c'est un détective qui a été créé donc en novembre 1887 par Arthur Conan Doyle, en s'inspirant lui-même de personnages précédents comme Auguste Dupin qui apparaît dans les histoires d'Edgar Poe, comme le double assassinat dans la rue Morgue ou la lettre volée, comme l'enquêteur Monsieur Lecoq créé par Émile Gaboriau au XIXe siècle, dans les années 1865. Donc, il s'est inspiré de ça pour créer un nouvel enquêteur, Sherlock Holmes, qui apparaît donc tout d'abord dans deux romans, Une étude en rouge et Le signe des quatre, suivi un peu plus tard par deux autres romans, dont le célèbre Chien des Baskerville et le moins connu, La vallée de la peur. Mais Sherlock Holmes est surtout le héros d'une soixantaine de nouvelles qui ont vraiment remporté un grand succès dans la presse, puisqu'ils ont été d'abord diffusés dans la presse avant d'être recueillis en volume.
Donc la carrière de ce personnage, elle est dans l'œuvre de Conan Doyle, elle est dans des personnes qui ont continué l'œuvre de Conan Doyle, notamment son fils avec l'aide d'un autre écrivain qui est John Dixon Carr. Et puis surtout, ce personnage ensuite a été repris à travers différents médias, comme d'abord le théâtre, le cinéma, des pièces radiophoniques, des adaptations plus tard en bande dessinée, en dessin animé et puis même en jeu vidéo. Donc c'est un personnage que tout le monde a dû rencontrer sous un format ou un autre. À l'heure actuelle, il y a encore de nombreuses adaptations télévisées, notamment dans des séries télévisées qui se succèdent et qui entretiennent sa notoriété. Donc en France, Sherlock Holmes, on le voit arriver à partir de 1894, donc quelques années après sa création. Il y a des traductions de ses romans qui apparaissent à partir de 1894. Et ensuite, un peu plus tard, à partir de 1904, on voit arriver les recueils de nouvelles chez l'éditeur Juvin. Et en 1905, c'est l'année où Sherlock Holmes devient véritablement populaire à travers une diffusion dans la presse, essentiellement de ses nouvelles. Elles sont diffusées dans différents journaux nationaux ou régionaux. Et donc, il devient un personnage assez connu en France. Alors, pour l'anecdote, on a même une édition, on connaît cette édition des nouvelles en volumes séparés, c'est-à-dire au lieu qu'il y ait un recueil, eh bien, chaque nouvelle a fait l'objet d'une édition séparée dans cette petite collection. Ce sont des petits volumes de 100 pages illustrés, avec des illustrations intérieures, avec d'ailleurs, ce qui est assez drôle peut-être, c'est que les titres donnés à certaines nouvelles ne sont pas ceux sous lesquels on les connaît, comme les danseurs par exemple, et mieux connus sous le titre des hommes dansants. C'est la même nouvelle qui est là. Voilà, donc ça c'est des petits romans qui sont publiés, je vais retrouver la date, vers 1910 en fait, sous forme indépendante, sous forme de petits volumes. Alors, pour présenter brièvement Sherlock Holmes, donc il se définit lui-même comme un détective conseil, donc une sorte de consultant avant l'heure, à qui on fait appel à qui la police officielle fait appel lorsqu'elle patauge dans une enquête, et à qui des détectives privés peuvent aussi faire appel lorsque eux-mêmes n'arrivent pas à résoudre certaines affaires. Donc on lui soumet, c'est pas n'importe quel cas qu'il va traiter, ce sont des cas compliqués à résoudre. Et il va choisir, c'est quelqu'un qui choisit en fait ses enquêtes, non pas en fonction de l'aide qu'il peut apporter à des personnes en détresse ou à l'argent qu'il va gagner en menant une enquête, mais il va sélectionner les affaires en fonction de l'intérêt qu'il va y trouver, de l'intérêt intellectuel qu'il va trouver à cette enquête. Puisque pour lui, l'enquête criminelle, c'est un art, celui de la réflexion. Et donc, pour qu'il s'intéresse à un cas, il faut que ça soit une sorte de compétition avec ses capacités intellectuelles, qui sont au-dessus de la moyenne, évidemment. Donc c'est un personnage assez excentrique, donc plus intelligent que la moyenne des gens, bien sûr, mais qui n'est pas uniquement que intellectuel, c'est aussi quelqu'un qui a une forme physique très bonne et qui notamment a une pratique de la boxe au niveau semi-professionnel, disons. Donc c'est à la fois quelqu'un de très intelligent, mais qui peut aussi combattre des criminels dans des affrontements physiques. Le narrateur des histoires, c'est le célèbre Dr Watson, qui est son compagnon, avec qui il vit, partage un appartement à Baker Street, et qui, lui, est loin d'être aussi futé que Sherlock Holmes. Donc les enquêtes apparaissent à partir de 1887 et dès le début des années 1890, on trouve des pastiches de Sherlock Holmes, c'est-à-dire des histoires qui ne sont pas écrites par Conan Doyle, qui sont écrites par d'autres auteurs, mais qui mettent en scène le personnage de Sherlock Holmes. C'est le cas, par exemple, on a 3 nouvelles d'un auteur qui s'appelle Barry, qui est le futur créateur de Peter Pan.
et qui a écrit 3 pastiches de Sherlock Holmes parce qu'il était ami avec Conan Doyle, donc il a eu l'occasion. Et ça, c'est dès 1891, en 1891-1893. Et en France, dès 1896, on trouve un pastiche, c'est une nouvelle complètement obscure qui s'appelle L'œil du spectre, d'un certain Sigismond Gondrin, paru dans un journal en 1896, mais donc qui est suivi par d'autres pastiches. Je ne vais pas tous les énumérer parce que vous en trouverez la liste qui a été dressée notamment par l'association des amis de Conan Doyle. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que en fait, la notoriété de Sherlock Holmes est telle dès les années 1890 qu'elle va générer des pastiches un peu partout dans le monde, en fait. Alors, on peut aussi citer un peu plus tardivement bien l'apparition du personnage dans le cycle Arsène Lupin, chez nous, de Maurice Leblanc. Donc, c'est à partir de 1906, Maurice Leblanc utilise le personnage de Sherlock Holmes, alors là, qu'il a dû renommer Sherlock Holmes suite à une plainte, parce que c'était utilisé, mais sans l'accord de l'auteur Conan Doyle, donc pour masquer grossièrement l'emprunt du personnage, on modifie un petit peu son nom. Donc il utilise le personnage de Sherlock Holmes en antagoniste de son héros Arsène Lupin, le gentleman cambrioleur. Et donc il y a différents textes qui mettent en scène Sherlock Holmes, mais le plus long, c'est le roman de partie qui s'appelle Arsène Lupin contre Sherlock Holmes, qui sont parus en 1906-1907, et dans lequel, en fait, le gentleman cambrioleur, fidèle à son habitude, essaye de ridiculiser le détective anglais, sachant que tout en gardant une certaine estime pour ses qualités d'enquêteur, quand même. Il cherche à se moquer de lui, mais il considère que c'est un adversaire de valeur face à lui. Voilà. Donc on le trouve dans un cycle aussi célèbre que celui d'Arsène Lupin. Et donc ça, c'est pour les pastiches, donc c'est-à-dire les textes qui utilisent le personnage nommément de Sherlock Holmes. Et on a aussi des parodies, donc d'autres qui vont se moquer du personnage en transformant généralement le nom. Donc je vous cite simplement quelques exemples. On a en 1908 une nouvelle qui s'appelle « La première affaire d'Alcide Holmes Limier », d'un certain Édouard Bigot, qui paraît en 1908. On a un roman pour la jeunesse en 1912 qui s'appelle « Le chien de Sherlock Holmes » de Jacquin et Fabre, paru chez Hachette. Et un peu plus tard, en 1926, on a ce fameux humoriste Camille qui écrit les aventures de Loufoque Holmes. Donc quelque chose de complètement extravagant, donc vous voyez cette édition, et donc ça c'était aussi un clin d'œil à la compagnie Amavada de Caen qui doit nous regarder aujourd'hui, qui avait monté quelques pièces de cet humoriste il y a quelques temps. Voilà, donc c'est pour le mentionner. Donc il y a toute une série en fait de pastiches de Sherlock Holmes qui existent. Alors, donc je les mentionne, mais ce n'est pas le sujet en fait que je veux aborder aujourd'hui. Ce que je veux aborder, ce sont des détectives qui ne sont pas Sherlock Holmes, mais qui sont plutôt envisagés. Alors, ce sont des détectives qui lui ressemblent, qui ont souvent beaucoup de caractéristiques communes avec Sherlock Holmes, mais qui s'en distinguent quand même par certains détails, et en fait qu'on doit considérer soit comme des rivaux de Sherlock Holmes, puisqu'ils coexistent avec lui dans la même structure temporelle, ou bien des successeurs de Sherlock Holmes quand ils vont un peu plus loin que l'existence fictive de Holmes. Donc c'est cela dont je vais vous parler à partir de maintenant. Alors, on en a dans le domaine anglo-saxon, bien sûr, assez tôt. Donc on a par exemple un personnage qui s'appelle Eugène Valmont, créé par Robert Barr au début des années 1890, qui est un détective français travaillant à Londres, dans lequel d'ailleurs on se moque
on se moque assez bien des Français à travers ce personnage. On a également une détective, une femme détective, qui s'appelle Dorcas Dean, créée vers 1897. Et puis, on a aussi un détective qui s'appelle Martin Hewitt, qui est, à mon avis, l'un des rivaux de Sherlock Holmes de l'époque les mieux réussis. Une série d'enquêtes écrites par Arthur Morrison, qui a été également traduite en français un peu plus tard. Donc ça, c'est pour le domaine anglo-saxon. En France, bien sûr, on a aussi des rivaux, des émules de Sherlock Holmes, assez rapidement, en fait, après 1905. Donc l'un des premiers, c'est un personnage qui s'appelle Alan Dixon, créé par un écrivain populaire qui s'appelle Arnoux Galopin, qui a écrit de nombreuses séries pour la jeunesse, et qui, en 1906, crée une sorte de copie de Sherlock Holmes, en fait, qui lui ressemble assez bien. Alan Dixon, alors il y a des petites différences. Alan Dixon, il est australien. C'est quelqu'un qui gagnait assez bien sa vie. En fait, il a un serviteur, un domestique, et c'est quelqu'un qui aurait réellement existé, dont Arnoux Galopin serait allé chercher les histoires en Australie pour les raconter. Mais en fait, toutes les autres caractéristiques sont exactement celles de Sherlock Holmes, c'est-à-dire que c'est un détective auquel la police officielle fait appel quand elle n'arrive pas à démêler une intrigue. Par exemple, pour le citer, on dit que par ses seules qualités de finesse et de déduction, Alan Dixon est arrivé à résoudre les plus arides problèmes criminels. Dans une nouvelle, il résout une énigme en chambre close. Ensuite, il suit les traces du criminel grâce à des empreintes de pas. Il y a des roues d'automobile sur lesquelles il a distingué un certain dessin. Ensuite, il pénètre sous un déguisement dans la demeure du coupable et il le confond. Donc ça, c'est des éléments qu'on va retrouver dans différentes nouvelles mettant en scène Sherlock Holmes. Il n'y a rien de très original là-dedans. Alan Dixon, on va le trouver à plusieurs reprises dans l'œuvre d'Arnoux Galopin, soit comme personnage secondaire, soit comme personnage principal, notamment dans un roman qui s'appelle L'homme au complet gris, dans lequel Alan Dixon est appelé à Londres par Sherlock Holmes, toujours le changement de nom pour éviter d'avoir des problèmes de droit avec Conan Doyle. Donc un détective, un maître Sherlock Holmes, qui est en fait un détective vieillissant, qui a besoin d'aide en fait, et donc il appelle le détective australien dont il a entendu parler, puisqu'il a une renommée mondiale, pour l'aider à résoudre une série d'assassinats, de meurtres de femmes. Alors, au cours de l'enquête, Sherlock Holmes, qui est un peu âgé, fait beaucoup d'erreurs. En fait, il suit beaucoup de fausses pistes. Il entraîne Alan Dixon dans plein de fausses pistes. Et c'est finalement le détective australien qui est plus jeune, plus dynamique, qui va non seulement arriver à résoudre l'enquête, à trouver la bonne solution, mais aussi il sauvera même la vie du maître, qui était en danger et qui n'arrivait pas à s'en sortir tout seul. Et la conclusion donc, dans le roman, c'est que Sherlock Holmes dit à Alan Dixon qu'il est son véritable successeur. Voilà, donc on était dans l'idée des rivaux et de successeurs, et c'est clairement indiqué par certains auteurs dans leurs écrits. Un autre détective de l'époque qu'on peut citer, c'est un détective qui s'appelle William Tharps, célèbre détective anglais, créé par un auteur français en 1911 pour une série de 22 romans, publiés chez Mérican. Sous des couvertures, vous voyez, donc illustrées assez accrocheuses. Pour le présenter, alors lui, c'est un médecin anglais qui habite à Paris avec un ami qui est avocat, et son ami avocat est le narrateur des histoires, de la même manière que Watson était le narrateur des histoires de Sherlock Holmes. Les deux hommes cohabitent, donc lui est médecin, mais il rend des services à la police, et il a aussi une réputation mondiale grâce au retentissement des dernières affaires criminelles où le succès de ses méthodes d'analyse et de déduction s'était affirmé de la façon la plus incontestable.
Vous voyez qu'on est assez dans une rhétorique assez emphatique pour caractériser les qualités, les capacités de ces détectives. Alors si on veut pointer d'autres ressemblances avec Sherlock Holmes, on trouve des enquêtes dans lesquelles William Tharps est sollicité par le Foreign Office pour empêcher le vol de documents qui pourraient déclencher une guerre avec l'Allemagne. Et ça va nous rappeler des enquêtes de Sherlock Holmes, des affaires de Sherlock Holmes, qui travaillent pour le gouvernement anglais, notamment dans les plans du Bruce Partington ou dans le traité naval, où c'est plus des histoires d'espionnage, et où le détective est au service de sa patrie. C'est le même cas, donc c'est repris dans ce genre de publication. Donc voilà, donc on a assez tôt en fait, au début du siècle, des rivaux qui apparaissent, donc là qui sont souvent des anglo-saxons en fait, australiens, anglais, pas encore français. Et c'est l'année 1907 qui va voir en fait une véritable vague de détectives privés déferler alors pas dans les librairies parce que c'était peu vendu en librairie, mais surtout dans des kiosques ou des marchands de journaux, dans les gares, etc., où ces publications étaient exposées. Donc à partir de 1907, ça se met en place véritablement une sorte d'armée de détectives privés, et tout cela en fait nous vient de modèles anglo-saxons via l'Allemagne, via essentiellement un éditeur allemand, dont on va parler tout à l'heure, et sous un format de publication assez inédit en fait. Là, ce qu'on a vu, c'était sous forme de romans ou de nouvelles dans la presse, donc chose d'assez classique, dirions-nous. Là, les détectives privés dont on va parler, ils apparaissent sous forme de collections périodiques, avec une parution qui était généralement hebdomadaire, vendues, donc c'était imprimé sur du mauvais papier, mais sous des couvertures illustrées en couleur de manière attractive, vendues à bas prix, et avec des illustrations qui étaient plutôt spectaculaires pour attirer la clientèle. Donc ce sont des collections consacrées à un seul héros, un personnage récurrent, qui est le même. Chaque semaine, vous avez les aventures de tel détective. Et ça prend la forme, alors c'est des publications qui ont 16 ou 32 pages en moyenne, c'est assez court, mais ce ne sont pas véritablement des nouvelles, parce qu'en fait ce sont des récits qui sont structurés comme des petits romans, avec des découpes en chapitres. Donc ce sont vraiment des romans en raccourci, en 16 ou 32 pages. Donc c'est ce qu'on appelle en fait des fascicules, des collections de fascicules agrafés, et qui sont en fait imités d'un mode de publication qui est apparu aux États-Unis à partir de 1860, qu'on appelle le dime novel, donc le roman à 10 cents, qui est une histoire complète vendue à bas prix. Donc c'est créé par un éditeur en 1860 qui s'appelle Beadle, et qui est vite imité bien sûr par d'autres éditeurs qui sortent des tas de dime novels. Au départ ce sont des aventures, souvent des romans d'aventure qui se passent dans l'Ouest américain, et puis ensuite il y a beaucoup de romans sentimentaux ou dramatiques qui sont publiés sous cette forme. Et puis à partir des années 1870, puisqu'il y a une forte urbanisation des États-Unis, l'aventure va se déplacer en milieu urbain, et c'est là qu'on va voir apparaître en fait beaucoup d'histoires de détectives qui ont pour particularité de tous s'appeler Old quelque chose, donc le vieux quelque chose. On a Old Sleuth, Old King Brady, Old Broadbrim, Old Lightning, Old Ferret, Old Cap Collier, etc., etc. Donc Old indiquant qu'ils sont expérimentés, sont des vieux renards qui vont pouvoir démêler des tas d'histoires. Voilà, donc on a des tas d'histoires policières qui sont publiées à l'époque. Et sur ce modèle, en fait, arrivent en Allemagne puis en France des publications comme celle-ci par exemple. Alors malheureusement je vois que j'ai une petite barre qui s'affiche juste sur mon illustration. On a donc cette série, une des premières, qui s'appelle Les dossiers secrets. Alors d'abord c'est Les dossiers secrets de Sherlock Holmes, qui ensuite le titre est modifié pour donner Les dossiers secrets du roi des détectives, avec donc une illustration qui nous rappelle Sherlock Holmes. Donc ça c'est une série qui est parue en 1907-1908
une courte série de 16 numéros, mais qui en fait est un fragment d'une série allemande beaucoup plus importante, puisqu'elle a connu 230 numéros, parus à Berlin entre 1907 et 1912. Donc, et qui ensuite a été diffusée à travers toute l'Europe. Donc en fait, il s'agit d'une copie allemande écrite par des auteurs anonymes qui sont restés anonymes, une copie allemande de Sherlock Holmes, puisque au bout d'un moment, on trouvait qu'il n'y avait plus assez d'histoires de Sherlock Holmes, on a décidé d'en écrire d'autres, puisqu'il y avait un lectorat, merci. On avait un lectorat pour ça, donc on a écrit directement en Allemagne des histoires de Sherlock Holmes. On les a traduits ensuite dans différents pays et publiés sous cette forme populaire, bon marché, à travers l'Allemagne et à travers toute l'Europe. Alors la particularité, c'est qu'au départ, cette série, elle reprend le personnage de Sherlock Holmes. Dans les histoires, il s'appelle Sherlock Holmes. Sans l'autorisation bien sûr de Conan Doyle, etc. Donc suite à une plainte, le titre a été changé, donc on ne sait plus les dossiers secrets de Sherlock Holmes et les dossiers secrets du roi des détectives. Par contre, quand vous lisez les textes, le personnage s'appelle toujours Sherlock Holmes. On n'est pas allé chercher bien loin, on n'a pas changé le nom du personnage. Donc, ce Sherlock Holmes, on retrouve grosso modo le personnage, quelqu'un qui a des déductions géniales, par exemple, dans un fascicule, et puis des déductions géniales, et la police qui n'arrive pas à résoudre les cas, donc qui fait appel à lui. Alors, on a par exemple une remarque du préfet de police de Monte-Carlo qui lui dit et vous avez découvert tout cela, monsieur Holmes? Ah, vous venez encore une fois de montrer que vous êtes un maître et que nous ne sommes que des gars de sauce. Donc, ce Sherlock Holmes, c'est un génie de la déduction. Il maîtrise également le déguisement et le grimage. Il peut se transformer en n'importe qui sans qu'on le reconnaisse. Il fait des filatures. Il prend en filature les criminels. Et puis, il les affronte aussi de manière assez violente, comme on peut le voir dans cette illustration-là. On a des petites différences quand même avec l'original, c'est-à-dire qu'on n'est plus, il y a des choses minimes, on n'est plus à Baker Street, on est à Victoria Street, il a déménagé. Sa gouvernante a changé de nom aussi, elle s'appelle Mrs. Bonnet maintenant. Et surtout, le Dr Watson a disparu de ces histoires-là. Maintenant, Holmes a un assistant, un jeune assistant, qui s'appelle Harry Taxon. Auquel Sherlock Holmes cherche à enseigner les ficelles de son métier de manière assez pontifiante. D'ailleurs, il faut bien le remarquer, c'est souvent un Sherlock Holmes assez imbu de sa personne. Une autre différence, c'est que le narrateur, Watson ayant disparu, on n'a plus de narrateur, et donc c'est raconté à la troisième personne. Et de ce fait, on n'a plus uniquement des scènes dans lesquelles on a Sherlock Holmes. En fait, on a des scènes aussi où n'apparaissent pas ni Sherlock Holmes ni son assistant. Ce qui est aussi différent, c'est que ce Sherlock Holmes est disposé à se porter au secours de personnes en difficulté, voire de jeunes femmes auxquelles il n'est pas insensible. Et puis surtout, ce qui est assez différent, c'est que Sherlock Holmes, dans ces histoires-là, il affronte de manière assez violente les criminels et il veut surtout les châtier. Chez Conan Doyle, il peut très bien les laisser partir quand il estime que le meurtre qu'ils ont commis était justifié. Ici, pas du tout. Ici, on a un Sherlock Holmes qui cherche à coincer les criminels et à ce qu'ils aient un châtiment exemplaire, voire définitif. Notamment, dans une des histoires, en fait, il oblige l'un des criminels à se suicider. Et dans un autre, celui-là, quand il affronte Blackwell, il étrangle lui-même le pirate de la Tamise, qui était une bête féroce qui méritait bien le châtiment plutôt que d'aller devant les tribunaux. Donc c'est quelqu'un qui non seulement mène l'enquête, mais va aussi exécuter des peines capitales dans la foulée. Donc c'est plus du tout, là sous cet aspect-là, c'est plus du tout le Sherlock Holmes de Conan Doyle.
Alors, une explication en fait de ces modifications quand même assez importantes portées au personnage, en fait, c'est que on a d'une part la filière Sherlock Holmes, mais on a aussi l'apparition à la même date en fait d'un autre détective anglo-saxon qui lui, je pense, a disparu de la mémoire collective, à part vraiment des aficionados, qui s'appelle Nick Carter, qui est en fait, lui, un détective américain, qui est même né un an avant Sherlock Holmes, puisqu'il est apparu en septembre 1886, dans ces dime novels dont je vous parlais tout à l'heure, et qui en fait a connu une longévité extraordinaire. Pendant des dizaines d'années, on a écrit des centaines, voire des milliers d'histoires de Nick Carter. Alors, ce n'est pas un seul auteur, ce sont plusieurs auteurs anonymes qui se sont succédés dans cette série. C'est un personnage qui a été extrêmement populaire, extrêmement connu, qui a eu une revue, son propre magazine, le Nick Carter, consacré à Nick Carter, qui a été adapté au cinéma, adapté en pièces radiophoniques, adapté en bande dessinée, et qui, dans les années 1960, est même devenu pas un détective privé, mais un agent secret, bien sûr, dans la veine de James Bond à l'époque, puisque c'était la grande époque de l'espionnage. Eh bien, on a une série qui s'appelle Nick Carter Killmaster, dans laquelle Nick Carter est un agent secret. Donc vous voyez un personnage qui a duré sur une longue période et qui s'est adapté également aux différentes modes du roman populaire, au roman policier de l'époque. Alors Nick Carter, il est... donc ça c'était une autre illustration qui illustre le caractère spectaculaire. Nick Carter, en fait, il est inspiré d'un détective, un réel détective américain qui s'appelle Alan Pinkerton, qui a créé une des célèbres agences de détectives privées américaines, c'est la Pinkerton's National Detective Agency, donc, dont on a le logo ici, donc on ne dort jamais, nous ne dormons jamais, leur devise. Donc Alan Pinkerton, a commencé sa carrière en travaillant pour les compagnies de chemin de fer. Ensuite, pendant la guerre civile, il a été au service d'Abraham Lincoln, en déjouant notamment un attentat contre Abraham Lincoln. Et ensuite, après la guerre, il a travaillé, il a eu son agence a eu diverses activités, dont l'une des moins recommandables, je dirais, a été de travailler pour les grandes industries, notamment comme briseur de grève. Il luttait contre les syndicats pour le compte des grandes industries. Et bon, en fait, c'est le modèle, en tout cas, de Nick Carter. Alors, Nick Carter, pour le présenter brièvement, Nick Carter, il a subi un entraînement de la part de son père qui a voulu en faire un homme supérieur. Donc, de ce fait, il est doté de capacités intellectuelles supérieures à la normale, bien sûr. Il parle plusieurs langues. Il est bien sûr très athlétique, il maîtrise l'art du déguisement comme il se faut, et il utilise même des gadgets, dont notamment une paire de pistolets qui sont cachés dans les manches de sa veste et qui, par un système de ressort, vont surgir dans ses mains lorsqu'il en a besoin sur le coup. Voilà. Ce Nick Carter, il a bien sûr un assistant, un jeune assistant qui le suit partout. Donc on va le découvrir ici. Voilà, donc ça, ce sont les fascicules. Alors ce sont à la fois les fascicules originaux américains, donc vous voyez le titre, et la couverture a été utilisée pour la diffusion en Europe, en fait, l'éditeur a récupéré la couverture américaine, et au lieu de supprimer les titres anglais, il a réimprimé des titres en français, donc dans le cartouche en haut. Donc vous avez à la fois l'illustration originale de la publication américaine et celle de la publication française, pour le coup, en même temps. Voilà. Donc ce Nick Carter, il affronte, comme on va le voir, donc voilà, vous avez une longue série de Nick Carter qui a été publiée. Ce Nick Carter, il affronte différents criminels, mais il a des criminels récurrents qu'il affronte, qui sont des maîtres criminels, qui sont un peu variés. On a par exemple le Dr Quartz, qu'on voit ici. On a
son fantôme dans cet épisode, Dr Quartz, qui est en fait un scientifique qui utilise la science au profit du mal. C'est un génie du mal scientifique, comme on va en rencontrer souvent ensuite. On en a un autre qui s'appelle Dazar, l'archidémon. Voilà, donc là on a Nick Carter qui arrive dans le repère des adorateurs du diable dans cet épisode-là. Alors, là, voilà. On a donc d'autres personnages de série qui apparaissent. On en a une autre qui s'appelle Zanoni, qui est la femme sorcier, etc. Donc personnages qui apparaissent de manière récurrente au cours de la carrière de Nick Carter. Et en fait, ce sont des génies du crime, tout bonnement, qui sont les précurseurs d'autres personnages qui suivront. Chez nous, ça va être Fantomas, ça va être le Fu Manchu de Sax Rohmer, et puis ça va être l'Ombre jaune dans l'œuvre d'Henri Verne, dans la saga de Bob Moran, donc un génie criminel que le héros va affronter régulièrement au cours de sa carrière. Et donc ça, c'est déjà à la fin du 19e siècle, c'est déjà un type de personnage qui existait. Voilà. Donc, les deux grands détectives, Nick Carter et Sherlock Holmes, on leur trouve, donc ils ont des caractéristiques communes. On l'a vu, donc c'est la déduction, mais la version Sherlock Holmes, c'est plutôt le raisonnement et puis après l'arrestation du criminel, tandis que Nick Carter, c'est plutôt un affrontement violent contre, un peu de déduction, mais surtout un affrontement violent contre des criminels. C'est plutôt, voilà, si on devait schématiser la différence entre les deux détectives, c'est ça. C'est l'un réfléchit plus et l'autre est plus dans l'action. Voilà. Alors les aventures de Nick Carter, elles vont être diffusées en Europe par le biais essentiellement de l'éditeur allemand qui s'appelle Eschler, qui a donc qui est à Berlin et qui a des succursales après un peu partout en Europe. Donc il importe d'abord des séries américaines, il importe Nick Carter et Buffalo Bill, et après il les diffuse à travers des traductions à travers toute l'Europe. Donc on en a en Allemagne à partir de 1906, après on va en trouver en Italie, au Danemark, en Suède, en Hollande, en Pologne, en Russie, etc. Et en France, on va trouver donc Nick Carter, le grand détective américain, une série, il y a deux séries en fait qui comportent chacune, la première 213 et la deuxième 160 numéros. Donc des grandes séries d'aventures à parution hebdomadaire. Voilà. Donc, le phénomène Nick Carter, bien sûr, il va, comme Sherlock Holmes, engendrer des rivaux. Donc ça, ce sont deux rivaux allemands, parmi plein d'autres de Nick Carter, Jack Patterson et Frank Pinkerton. Chez nous, on a d'autres... Alors non, en Allemagne, en fait, puis par ricochet chez nous, on a d'autres rivaux donc de Nick Carter qui apparaissent, malgré la profusion déjà d'aventures de Nick Carter. On a son principal rival, il s'appelle Nat Pinkerton, donc là on retrouve le nom du modèle de Nick Carter, Pinkerton. Donc là on a Nat Pinkerton, qui devient le plus illustre détective de nos jours. Qui lui aussi donc c'est une série pléthorique allemande qui a eu 476 numéros entre 1907 et 1916. Chez nous un peu moins, 336 numéros quand même entre 1908 et 1914, donc sous ce format-là, et qui ont été diffusés dans d'autres pays européens. Alors lui, c'est un calque de Nick Carter, avec un peu de réflexion, puis beaucoup d'aventures et d'action derrière. Il est souvent menacé. Alors, on le voit, alors vous voyez, on le voit apparaître là au plafond. Il surprend des criminels. Là, il sort par la cheminée.
Et puis, dans un autre épisode, il est menacé d'être écrasé par un rouleau compresseur par ses adversaires. Alors rassurez-vous, parce qu'on est au numéro 172 seulement, il s'en sort pour aller dans les autres aventures. Voilà. Donc, on a une série comme ça pléthorique, en provenance d'Allemagne, diffusée dans les différents pays européens, dont la France. Donc un calque allemand de Nick Carter diffusé ailleurs. Mais en France également, on a des auteurs français qui vont s'inspirer de ce modèle-là pour créer des détectives. C'est par exemple Martin Numa, Le roi des policiers, par Léon Sazy. Alors ça apparaît dès 1906. Dans une série d'aventures. Alors ce qu'il faut remarquer en fait, c'est la rhétorique employée pour promouvoir tous ces détectives. En fait, on a une surenchère dans les appellations qui évoque assez bien la presse à sensation de l'époque d'ailleurs. On va parler du roi des détectives, du roi des policiers, du grand détective américain, du plus illustre détective de nos jours, du prince des détectives, du grand détective français ou du plus grand détective du monde. Vous voyez, on a plein d'appellations comme ça, assez emphatiques, qui qualifient tous nos détectives. Donc lui, Martin Numa, c'est un agent de la sûreté, donc normalement un policier, mais en fait qui agit tout à fait comme un détective privé, qui affronte des bandes criminelles. On a Marc Jordan, le plus grand détective français, qui lui est un véritable gentleman, qui pouvait faire bonne figure dans les meilleures sociétés. Il a une taille élégante et bien prise, de jolies mains, de petits pieds. C'est plutôt un dandy qui a, avec des annonces assez percutantes. Les merveilleux exploits de Marc Jordan. On a également quelqu'un comme Tip Walter, le prince des détectives, avec là une pluie de cadavres. Donc là, ce sont des criminels qui ont une catapulte ainsi installée sur le toit d'un immeuble, dans lequel ils mettent les gens qu'ils ont assassinés, qui les catapultent pour se débarrasser des cadavres, pour les jeter au loin dans la grande ville américaine. Voilà. On a une femme détective, Miss Boston, la seule femme détective du monde entier. On verra que c'est faux. Donc c'est une série parue vers 1908-1909, 20 fascicules de 32 pages. Une série anonyme. Dans le premier épisode, Miss Boston est appelée par Dr. Watson pour enquêter sur la mort de Sherlock Holmes. On voit toujours le lien en fait entre les différentes détectives. On a un détective français qui s'appelle Jim Jackson. Donc malgré le nom anglo-saxon, c'est un détective new-yorkais qui est installé à Paris, qui mène des enquêtes. On a une autre, donc ça c'est pour Tip Walter, on a une autre femme détective, Ethel King, le Nick Carter féminin, donc, qui est une concurrente de Miss Boston, donc qui ne peut plus prétendre être la seule femme détective au monde. Ethel King, c'est encore une série Eschler, parue à partir de 1912, une centaine de numéros. Toujours une série d'origine allemande, traduite et adaptée en français. Qui est en fait assez semblable à Nick Carter ou Nat Pinkerton. Il n'y a pas de grande différence, à part qu'elle porte une robe. Les aventures sont assez semblables. Pour continuer, dans ces détectives, on a, puisqu'on est en Belgique, on va mentionner quand même des rivaux belges de Nick Carter. C'est Ricardo Gomez, le roi des détectives. Paru à Bruxelles en 1916-1919, en 161 fascicules hebdomadaires de 20 pages. Une série qui est signée Sutton Carril, qui est en fait un pseudonyme d'un auteur belge qui s'appelle Max Audi. Donc là, qui nous donne un détective privé de New York qui est sollicité par la police pour des cas difficiles, donc rien de très nouveau dans ces détectives-là.
On note une petite interruption dans les séries de fascicules policiers de cette sorte, bien sûr pendant la Première Guerre mondiale. Alors pour deux raisons. D'une part parce que les publications Eichler ne sont plus diffusées à travers l'Europe, vous vous en doutez bien. Donc il y a moins de publications déjà en provenance de l'Allemagne. Et d'autre part, le roman populaire à l'époque a d'autres préoccupations que le récit policier, et il va plutôt proposer des romans patriotiques ou des romans de guerre ou d'espionnage de guerre plutôt que du roman policier. Donc ce qui explique ces deux faits expliquant que après 1914, ça se raréfie un petit peu pour être relancé à partir des années 1920. On a tout d'abord la relance des deux grandes collections d'avant-guerre de Eichler par une société belge d'imprimerie, la Sobelli, à Bruxelles, qui réédite Nick Carter et Nat Pinkerton. Alors toujours des grandes séries, 169 fascicules d'une part, 175 de l'autre, et également un projet de réédition d'Ethel King qui a priori n'a pas abouti, qui était prévu, on le sait, par des annonces, parce que la Sobelli en fait se portait acquéreur de fascicules publiés par les éditions Eichler, parce que Eichler avait disparu, et a priori, au lieu de récupérer les droits, ils avaient l'air de racheter des fascicules pour les rééditer. Donc, sans chercher, je pense, les problèmes de droits d'auteurs ou d'éditeurs devaient leur passer par-dessus la tête à l'époque, ou pas être une préoccupation essentielle dans l'éditorat populaire. Et donc, ce qui fait qu'ils avaient un projet de réédition de la troisième série qui n'a a priori pas abouti. Donc on trouve, le Jim Jackson, ça on l'avait vu, on trouve Dick Carter, le roi des détectives, une petite série de 21 titres parus en 1923-1924. Ça aurait été, alors le Dick Carter, ce serait comme Alan Dixon, ce serait un véritable détective qu'un auteur serait allé rencontrer aux États-Unis pour raconter ses enquêtes. Même pas ses enquêtes, ses exploits, les exploits du prodigieux policier américain, dont on admire l'habileté, la ruse, la ténacité, la logique intelligente et subtile, avec lesquelles le grand détective est parvenu à dénouer les situations les plus inextricables. Une annonce dit que Nick Carter sera un policier réel dont les exploits sont si merveilleux qu'ils semblent presque invraisemblables et exagérés à dessein par l'imagination des romanciers. Pensez-vous, c'est pas du tout le cas en les lisant. Un autre détective célèbre de l'époque, c'est Harry Dixon, le Sherlock Holmes américain. Donc là, on a un peu la fusion entre Nick Carter, l'américain Nick Carter, et Sherlock Holmes, qui est alors ça, c'est assez drôle parce qu'en fait, Harry Dixon, en fait, c'est la transformation de la précédente série qu'on avait vue, les dossiers secrets du roi des détectives, les dossiers secrets de Sherlock Holmes, que je vous ai présenté tout à l'heure. Et en fait, c'est une version néerlandaise de Sherlock Holmes. C'est-à-dire que lorsqu'on a traduit en néerlandais, un éditeur a fait traduire en néerlandais les dossiers secrets de Sherlock Holmes, on a changé le nom du personnage, en fait, au lieu de l'appeler Sherlock Holmes, il est devenu Harry Dixon. Et son assistant, qui était Harry Taxon, est devenu Tom Wills. Et donc pour la petite histoire qui est assez célèbre, c'est que parmi ces traducteurs donc d'allemand en néerlandais se trouvait un auteur belge assez connu qui s'appelle Raymond de Kremer, donc qui signait Jean Ray ou John Flanders, des romans assez connus dans le domaine fantastique notamment. Et donc l'un des traducteurs était Jean Ray, qui a vite trouvé que traduire n'était pas très drôle, mais adapter c'était mieux. Donc il s'est mis à adapter les histoires de Harry Dixon, à tel point en fait que les histoires de Harry Dixon écrites par Jean Ray ont connu une longue carrière avec des rééditions, notamment chez Marabout, dont l'intégrale dans les années 60-70, l'intégrale des histoires d'Harry Dixon par Jean Ray, avec, vous voyez, la reprise des couvertures des fascicules d'origine en illustration.
Donc il y a pas mal d'autres détectives qu'on peut citer. Alors là, je l'ai mis avant, il y a une petite série, Jack Dollar, The First Detective in the World, donc le premier détective au monde, une série vraiment pas chère, quoi, très mal imprimée. Même à l'époque, il y a des fascicules qui sont illisibles parce que c'est tremblé en fait à l'impression. Vous avez du mal à déchiffrer les caractères. Donc ça, c'est une petite série parue sans doute au début des années 1930, totalement anonyme. Donc dans les types dans ce goût-là. On a également encore une série d'origine allemande qui en Allemagne s'appelle Frank Allan, le vengeur des déshérités, paru au début des années. Alors, en Allemagne, c'est 1920-1932, une série de 667 numéros, écrits par une cinquantaine d'auteurs anonymes, quand même. On tirait environ 300 000 exemplaires par numéro, par fascicule, à l'époque. Donc, qui nous est arrivé en France de façon très fragmentaire au début des années 30. On a une petite vingtaine de fascicules de 24 pages hebdomadaires. Donc, Frank Allan, devenu Jack Allan chez nous, en traduction. Voilà. Okay, donc lui, c'est plutôt un justicier qui parcourt le monde et puis qui se met au service des déshérités, des opprimés, etc. On a, donc ça, c'est un peu la fin, en fait, au début des années 30, la vague, en fait, la veine des détectives privés, elle va se tarir, en fait, ça va s'arrêter un petit peu. On a encore, au cours des années 30, on va trouver quelques séries comme celle-ci, qui est assez drôle, c'est Marius Pégomas, détective marseillais, une série publiée en 1936. On a 35 numéros. 35 aventures du détective marseillais qui affronte notamment l'ogre de la Canebière dans une de ses aventures. Voilà. Et puis, on a ensuite une résurgence, je dirais, de petites collections comme ça consacrées à un détective privé au milieu des années 1940. Alors, on a par exemple Stan Keeper, le roi des détectives. Ça, c'est 1945, une petite série par rapport à celle publiée avant, qui avait des dizaines ou des centaines de numéros, puisque là, on est dans un ordre d'idée de 8 numéros parus en 1945 pour Stan Keeper. Donc avec un argumentaire qui rappelle tout à fait les séries d'avant-guerre. Le célèbre détective américain résout les énigmes policières les plus compliquées, ne reculant jamais devant les enquêtes les plus dangereuses, bravant la mort. Stan Keeper a déclaré la guerre au crime, et sur tous les points du globe, il traque les malfaiteurs acharnés à sa perte. Le récit de ses aventures vous passionnera. Vous voyez, donc toujours une rhétorique assez emphatique pour présenter ces détectives. On en a d'autres petites séries, je vous en énumère quelques-unes. On a un personnage qui s'appelle Dollar Dog par un grand romancier populaire aussi qui s'appelle Maurice Lima. Dollar Dog, c'est un boxeur qui parcourt le monde avec son manager et qui en profite pour résoudre des enquêtes policières. Donc ça, c'est en 1945-46, une demi-douzaine de numéros. On a l'inspecteur Doublet de Jean Normand, toujours en 45-46, 14 numéros parus. Et puis deux séries, je finirai mon énumération là-dessus, deux séries de Marcel Priolet, un grand auteur populaire qui a notamment beaucoup publié chez Ferenczi, qui en 1945 à 46-47 publie deux séries policières consacrées à des héros. La première qui s'appelle Old Jeep et Marcassin, 10 numéros chez Talandier. Il ne s'agit plus d'un policier mais de deux, donc ça c'est une série qui est un peu rétro parce que ça fait appel à un couple d'enquêteurs, un détective américain, un G-Man, et plutôt célèbre dans les années 30, un personnage plutôt actif dans les années 30. Donc un G-Man américain et un commissaire français assez classique, un peu inspiré par Maigret d'ailleurs, qui mènent des enquêtes ensemble. Alors, ils sont un peu rivaux, mais en fait sont associés dans leurs enquêtes et ils mènent des enquêtes en commun. Et puis une seconde collection qui est à mon avis un peu plus originale, qui s'appelle Monseigneur et son Kleps. C'est 8 numéros seulement, 46-47, dans lequel
C'est un ancien résistant qui allait en camp de concentration, qui est revenu avec un chien, donc le berger allemand qui figure en haut, qui mène des enquêtes en détective amateur pour aider la police de manière un peu non conventionnelle. En fait, c'est un personnage qui est assez original dans la lignée des détectives comme ça de séries qu'on peut trouver à l'époque. Voilà, donc il y a une petite résurgence des séries, mais de manière beaucoup moins importante en termes de numéros à partir de 1945. Donc on voit que l'âge d'or de ces détectives de papier et de séries surtout se situe en grosso modo de 1905 à 1930, où là on a un nombre assez important de séries qui ont été publiées. Donc ça c'est une des tendances du roman policier, pas la seule, mais une des tendances du roman policier de cette époque-là, c'est d'avoir des personnages assez démesurés, à la limite surhumains parfois, aussi bien du côté des policiers que des criminels qu'on a vaguement évoqués avec les adversaires de Nick Carter. Ce sont des détectives qui affrontent donc ces criminels et donc on a une opposition là-dedans entre le bien et le mal, entre le vice et la vertu assez marquée, où les détectives bien sûr sont du côté du bien et les criminels sont vraiment méchants et méritent le plus souvent de mourir à la fin des histoires, ou bien d'avoir des peines de prison très importantes, ou bien même d'aller à la peine capitale. C'est souvent la conclusion dans les aventures de Nick Carter ou Nat Pinkerton, c'est que les criminels sont châtiés et ils l'ont bien mérité. Donc ces détectives, en fait, on peut les voir comme les ancêtres en fait, des super-héros qui peuplent les écrans et les bandes dessinées, enfin l'univers populaire d'aujourd'hui. Ce sont leurs ancêtres en fait. Un peu grâce à eux, en fait, qu'il y a aujourd'hui ces personnages-là, parce que ce sont aussi, c'est eux qui ont mis en place le fait d'avoir un personnage de série qu'on va retrouver de manière récurrente toutes les semaines ou tous les mois, et toujours le même personnage dans la même collection. Donc ça c'est quelque chose d'assez qui a été mis en place dans ces collections-là. Et puis des personnages qui ont tous un air de famille, en fait. On fait varier les noms, mais finalement il y a peu de différence entre les différents personnages. On sait que quand on va prendre une aventure, à quel genre de roman on va avoir affaire. Ce qui est aussi, je pense, intéressant dans ce panorama un peu rapide, c'est de voir en fait qu'il y a déjà à l'époque en fait la diffusion d'une culture populaire de masse à l'échelle européenne. On a vu qu'il y avait essentiellement deux sources anglo-saxonnes, l'une en Angleterre, l'autre aux États-Unis, qui arrivent en Europe. Mais ce qui est important de voir, en fait, c'est qu'elles arrivent en Europe, en Allemagne, et que c'est à partir de l'Allemagne, à partir surtout de l'éditeur Eichler et puis de quelques autres, que des séries vont être copiées et ensuite diffusées de manière assez massive dans les principaux pays d'Europe. Donc le Nick Carter qui va être diffusé en Europe, Nat Pinkerton, etc. Plein d'autres séries comme ça qui sont traduites et puis ensuite traduites ou plus ou moins adaptées localement. Mais en tout cas, on a déjà à l'époque en fait une culture européenne, une culture populaire européenne qui se met en place en fait, qui est assez commune aux différents pays avec le même genre de personnages qu'on retrouve un peu partout. Alors, je terminerai pour essayer de trouver quand même une explication à pourquoi est-ce que ces séries policières ont disparu, se sont presque arrêtées au début des années 30. Je pense qu'il y a deux explications qu'on peut avancer. La première, c'est qu'on a un changement dans le de paradigme, un changement dans le type de récit policier qui a la faveur du public, c'est-à-dire que dans les années 30, apparaît en France, s'impose en France, un nouveau type en fait, de récit policier qui est le récit d'énigmes anglais. Donc je rappelle que l'âge d'or du récit d'énigmes anglais, il est daté de 1920.
1920-1940 grosso modo, et il s'impose en France à partir des années 1930. Et donc, dans ce nouveau type de roman policier, on a beaucoup moins d'aventures et beaucoup plus de réflexions et d'indices à interpréter, de témoins à interroger, etc. Donc on a un type de récit qui est assez différent des aventures plus spectaculaires qui sont proposées par les fascicules policiers, hein. Et donc on a des nouveaux héros qui vont remplacer Nick Carter et ses émules. On a bien sûr Hercule Poirot, on a Lord Peter, on a le Père Brown, Miss Silver, Miss Marple, hein, donc des héros anglais, et puis qui vont amener des créations françaises ou francophones, avec notamment Stanislas André Steymann, Charles de Richter, Simon avec le personnage de Maigret aussi, ou bien Prosper Le Pic de Pierre Véry, hein. Donc on a la création, on a toute une série de personnages nouveaux qui apparaissent dans la littérature française à cette époque-là et qui sont nettement différents des détectives de type Nick Carter proposés par les séries populaires. Voilà, donc on a un changement de sous-genre, je dirais, dans le roman policier à cette époque-là, qui peut expliquer un peu la désaffection pour les grandes séries consacrées aux détectives privés de type surhumain. La deuxième explication qui peut aussi être mise en avant, c'est le fait d'une part que la firme Eschler a disparu donc, après 1914 et que le grand éditeur qui va prendre sa suite en France dans les années 1920-1930, c'est Ferenczi, hein, qui va dominer notamment le marché du fascicule policier dans les années 30 avec deux grandes collections, Crime et Police, 392 numéros parus, et Police et Mystère, 440 numéros parus. Donc c'est lui qui va être le successeur d'Eschler, mais ces collections policières-là vont être conçues différemment de celles d'Eschler, c'est-à-dire que ce ne sont plus des séries consacrées à un seul personnage, mais des collections accueillant différents auteurs avec différents personnages. Alors certains, on va les retrouver sur plusieurs romans, d'autres, ce seront uniquement dans une histoire, puis après il y aura d'autres personnages à la place, hein. Mais donc on est dans une logique différemment, on n'est plus dans une logique différente, on n'est plus dans la logique du personnage récurrent, on est dans une logique de collection véritablement et plus de série, hein. Voilà. Et puis on a aussi des auteurs divers, alors que dans les séries précédentes, à la rigueur il n'y avait pas d'auteur. Les séries Nick Carter étaient signées Nick Carter, et les auteurs disparaissaient, ils étaient anonymes. Alors souvent, il y en avait plusieurs pour alimenter la production, ils étaient nombreux, mais ils ne signaient pas, hein, pour qu'on ait uniformité. Tandis que dans les collections policières de chez Ferenczi, qui vont prendre la suite, eh bien là, les auteurs signent de leur nom, ou de différents pseudonymes, hein, au sein de la même collection, mais ils signent et ils proposent des histoires qui vont être assez différentes les unes des autres par rapport à la relative uniformité des histoires précédentes. Voilà. Donc, donc ces deux, à mon avis, ces deux arguments peuvent expliquer, il y en a peut-être d'autres auxquels je n'ai pas pensé, mais peuvent expliquer la disparition de ces collections fasciculaires, en fascicules, pour un autre type de littérature policière qui succède dans les années 30-1940. Alors, pour terminer, je voulais simplement dire que vous avez vu, à travers les quelques illustrations, ce sont des publications donc très, très fragiles, qui ont beaucoup été jetées, en fait, qui ont beaucoup disparu. Mais heureusement, nous avons des bibliothèques comme la Bila, qui préservent, notamment une de leurs missions est de préserver ce fonds-là. Et donc, si parmi vous, il y a des personnes qui sont intéressées pour lire quelques numéros de ces publications des grands détectives, je vous invite donc à aller consulter donc la Bila, qui est à côté de Liège, hein, et qui a des très belles collections de fascicules qui à la fois préservent et diffusent ce genre de littérature. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère pas avoir été très long.